Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Animedia, votre émission 100% cinéma d'animation. Je suis Sylvain, alias Flegmatique, et dans ce podcast, je vous fais voyager dans le monde merveilleux de l'animation. Au programme aujourd'hui, serpents, marais et amitié. Salut la famille! Nous voici arrivés à fin novembre et il est temps de parler de l'une des plus grosses sorties, une des sorties les plus attendues de toute cette année 2025. Je veux bien entendu parler du nouveau classique Disney Zootopie 2. Je sors de la projection presse où quasiment, c'est l'habitude de Disney, voilà, de proposer un temps quand même assez réduit entre les projections presse et la sortie de leur film. Et donc on va se lancer, voilà, un petit peu plus à chaud que d'habitude. Et on va se lancer même tout de suite en vous rappelant la structure du podcast, en commençant par la partie critique. Je vous rassure, il n'y aura évidemment pas de spoiler, puisque le film sort ce jour même. J'imagine qu'il est attendu par énormément d'entre vous, donc eh bien, il n'y aura pas de divulgachi dans cet épisode. On enchaînera avec la question rituelle de tout épisode d'Animedia, à savoir c'est pour qui Zootopie 2, et puis on lui décernera une note sur 5 pour le replacer dans le grand classement Letterboxd d'Animedia. Et enfin, j'aurai un petit point calendrier pour boucler cet épisode. Allez, c'est parti, montez à bord, on part pour Zootopie. Dans la police, le partenariat est la pierre angulaire du succès. Non, ma carotte! Fabuleux! Vous voulez arrêter les méchants? Aïe! Arrête de me tirer les oreilles, tire pas les oreilles d'un lapin! Soyez sur la même longueur d'onde. Très allons-y, j'y suis presque. C'est des poulets! Totote! Sauvez-vous tout le monde! Bon, on gagne pas à tous les coups. Come on, get on up. J'ai une question à te poser. Est-ce qu'on fait une bonne équipe? Bien sûr. Into a zoo. J'aimerais simplement savoir ce qu'on doit faire pour le prouver à nos chers collègues. On inspecte le périmètre, on espionne un peu, si on trouve rien, on rentre. Aucun serpent n'a jamais mis les pieds à Zootopie. Keep the music playing. Y'a un serpent! Arrêtez-vous au nom de la loi! Les serpents ne sont pas les méchants. Il faut que j'arrange les choses. Et quand ce sera fait, ma famille aura enfin la possibilité de rentrer chez elle. Hop, c'est Wild, une équipe de rêve. Duo de choc reconnu et acclamé dans toute la ville après avoir résolu la plus grande affaire criminelle de l'histoire de Zootopie, les jeunes policiers Judy Hopps et Nick Wilde découvrent que leur collaboration n'est pas aussi solide qu'ils le pensaient lorsque le chef Bogo leur ordonne de participer à un programme de thérapie réservé aux coéquipiers en crise. Leur partenariat est même soumis à rude épreuve lorsqu'ils devront éclaircir, sous couverture et dans des quartiers inconnus de la ville, un nouveau mystère et s'engager sur la piste sinueuse d'un serpent venimeux fraîchement arrivé dans la cité animale. Zootopie 2, qui sort ce mercredi 26 novembre, est réalisé par Jared Bush et Byron Howard, écrit par Jared Bush. Il est le 64e classique d'animation des studios Disney. Au casting VO, on retrouve notamment Jennifer Goodwin, Jason Bateman, Kevin Kwan, Andy Samberg, Danny Trejo ou encore Idris Elba. Et au casting VF, on a Marie-Eugénie Maréchal, Alexis Victor, Baptiste Le Caplin, Mister V ou encore Pascal LB. Le film est produit par Walt Disney Pictures et Walt Disney Animation Studios, distribué par Walt Disney Studios Motion Pictures International. On va commencer par le commencement, si vous le voulez bien, à savoir que Zootopie 2 est la suite de Zootopie. Voilà, jusque-là tout va bien, qui était sorti en 2016, et je vais le dire tout de suite, je pense que le premier était sans nul doute mon Disney préféré du 21e siècle, et même mon préféré depuis Aladdin, je pense, je crois qu'on est là-dessus. La bonne nouvelle en plus de ça, c'est qu'on a les deux mêmes créateurs aux commandes entre le 1 et le 2, à savoir Jared Bush et Byron Howard. Et là, je vais m'arrêter un petit peu pour vous présenter ces deux personnages que sont Jared Bush et Byron Howard. On va commencer par Byron Howard, qui a été animateur et character design
design chez Disney à partir des années 90. Il a notamment travaillé sur Pocahontas, Mulan et Lilo et Stitch. Et lui, il passe à la réalisation avec Volt Star malgré lui. Et puis, il va co-réaliser des gros succès que sont Réponse en 2010, qui amorce un petit peu un nouveau tournant quand même pour Disney. Et il enchaîne avec donc Zootopie le premier et puis Encanto. Les deux sont réalisés avec Jared Bush, Encanto aussi avec Charis Castro-Smith. Et sachant que avec Zootopie et Encanto, il décroche quand même l'Oscar du meilleur film d'animation. Donc costaud quand même le garçon. Jared Bush, lui, il est avant tout scénariste. Il a co-créé la série Pen Zero Hero à mi-temps, que personnellement je n'ai pas vu, mais en tout cas les designs me parlent. Et puis il a signé le scénario de Vaiana le premier, Zootopie, Encanto, donc il a co-réalisé pour les deux. Et enfin le scénario plus récemment de Vaiana 2. Depuis septembre 2024, Jared Bush, il a aussi la double casquette de Chief Creative Officer chez Disney, qui est quand même un très très haut poste, puisqu'il s'agit du plus haut niveau, tout simplement, au sein de la branche créative de Disney. Maintenant qu'on a posé un petit peu tout ça, comment attaquer la critique de ce Zootopie 2 ? Eh bien déjà peut-être en vous disant que c'est un film qui m'a laissé pas mal sur ma faim et je vais essayer de vous l'expliquer en plusieurs points clés. Le premier point, il est pour moi capital et ça va être dur de ne pas faire de pont entre Zootopie 1 et Zootopie 2, donc je vous préviens déjà, il vaut mieux avoir vu le premier pour comprendre ce que je vais vous dire, mais j'imagine que si vous m'écoutez, c'est le cas. Et si ce n'est pas le cas, eh bien foncez, regardez Zootopie tout de suite. C'est un film qui reprend énormément la structure du premier opus, voire trop à mon point de vue, ce qui est sa principale qualité et en même temps sa principale limite. Qualité parce que, comme je l'ai dit, le premier, pour moi, mais pas que, c'est une réussite dans un genre quand même assez défini qui est celui du buddy movie / enquête policière / film noir. En gros, qu'est-ce que ça implique tous ces genres-là ? Le buddy movie, ça part de deux personnages qui sont très différents, voire carrément antagonistes, opposés au moins au début, et puis qui, au fil des événements, des péripéties, vont apprendre à mieux se connaître, à mieux se comprendre, à se rapprocher, à travailler, à collaborer ensemble. L'enquête policière, ça c'est beaucoup plus classique et beaucoup plus transparent, avec un volet film noir. Quand je dis noir, c'est noir à l'ancienne, au sens où on l'entendait dans les années 30-40 du cinéma américain, à détective, privé, etc. Parce que l'idée, c'est souvent de mettre à jour un complot qui menace ou en tout cas qui sommeille jusqu'aux plus hautes sphères de la ville. Une autre des caractéristiques de ce genre de film, c'est sa temporalité assez resserrée. Le premier se passait sur grosso modo 48 heures, et là c'est le cas aussi pour celui-ci. Et d'ailleurs, on se rend compte, ou je me suis rendu compte après coup, que les personnages ne dorment pas du tout. C'est vrai que ça s'enchaîne assez rapidement, de manière assez fluide, mais ils sont sur la brèche quand même tout le temps. Et avec, là encore, un complot d'ordre global. La limite, forcément, de tout ça, c'est qu'on perd pas mal, voire carrément l'effet de surprise. D'autant que là, dans le cadre d'une suite, on retrouve énormément de personnages qu'on connaît déjà. Mr. Big, le fameux parrain de la mafia, il est toujours là encore avec ses ours garde du corps. Flash, le paresseux, lui aussi, il revient. L'ancienne mère, Bellwether, là encore, on a un caméo, voire un tout petit peu plus. Donc ça commence à faire beaucoup de clins d'œil, de personnages, tout ça, on va y revenir. Et au final, surtout, moi, le principal grief, c'est que ça raconte pas grand-chose de fondamentalement différent du premier film. Et ça, déjà, je vous en avais parlé dans mon épisode sur Vaiana 2, pour vous dire que, grosso modo, c'était un petit peu le same of the same entre le premier et le deuxième. Et coïncidence, je ne pense pas, les deux films, les 4 films même, ont été scénarisés par Jared Bush. Donc, est-ce que le monsieur a certes des idées sous le coude, mais un petit peu de mal à les concrétiser, un petit peu de mal aussi à se détacher du matériau original. Et ça, on peut le comprendre. Mais à l'arrivée, on a quand même l'impression de se retrouver un peu face à une redite. On va commencer quand même par les nouveautés, parce qu'il y en a, bien sûr. Il y a une anecdote que Jared Bush et Byron Howard aiment à raconter autour du film, c'est qu'il est parti d'un dessin de Jared Bush juste après la fin de Encanto,
où il dessine le logo de Zootopie 2 et le 2 est en fait un serpent qui est une idée qui a été gardée jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Il n'y avait pas effectivement de reptiles dans le premier film et au moment de travailler sur le scénario de celui-là, eh bien, il fallait bien trouver pourquoi on n'en avait pas et donc partir sur l'histoire de la création de la ville, revenir un petit peu en arrière. Et le résultat, c'est que c'est quand même assez décevant tout ça. Le serpent en lui-même, hein, donc Gary the Snake, je le trouve quand même globalement assez décevant dans le sens où on le voit finalement assez peu. Et même toute sa backstory, donc toute son histoire, sa généalogie, hein, l'histoire de sa famille qui a un rôle important dans la création de Zootopie, bien sûr, je ne vous spoile pas. Tout ça, ça nous est raconté via un flashback qui arrive aux 2 tiers du film, comme c'est souvent un petit peu le cas. C'est une première révélation, un premier twist dans l'histoire. Et bien tout ça, ça nous est fait de manière quasi magique. Là encore, j'en dis pas trop, mais j'ai trouvé ça assez mal écrit, dans le sens où les révélations qui nous sont faites à nous spectateurs ne ressemblent pas à ce que sont en train de voir comprendre les personnages. On a l'impression que d'un coup, ces personnages-là se retrouvent avec une tonne de nouvelles infos, alors que ce qui se passe à l'écran à ce moment-là ne justifie pas vraiment ça. Donc on a l'impression qu'ils les avaient déjà, ces infos, mais donc pourquoi est-ce qu'ils ne les ont pas révélées plus tôt ? Avec vraiment un côté fantastique, vraiment je le redis, quasi magique, mystique, qui colle pas du tout avec la direction artistique et d'une manière générale le cadre de Zootopie, hein, qui est quand même ancré dans une certaine réalité, je mets des guillemets évidemment, hein, on est face à des animaux anthropomorphes, hein, mais quand même il n'y a pas d'idée de fantastique là-dedans, pas du tout. Là il y a un petit peu de ça, et il y a d'ailleurs une autre scène à un moment donné avec le serpent qui implique quelque chose d'un peu magique, encore une fois. C'est très très bizarre, donc il y a peut-être une irruption du fantastique, mais c'est pas dit comme tel, donc on sent quand même qu'ils savent pas tout à fait quoi en faire. On sent qu'ils veulent donner aux reptiles, aux serpents, ce statut d'être à part au sein de l'univers, mais ils y vont pas franchement, c'est pas très très clair. En revanche, il y a un truc que je peux pas juger, c'est la performance de Kewin Kwan qui double donc Gary the Snake en VO. Kewin Kwan, pour vous resituer un petit peu, c'est 2001 dans le deuxième Indiana Jones et qui est revenu sur le devant de la scène il y a quelques années parce qu'il jouait le père de famille dans Everything Everywhere All at Once et qui a eu un petit peu plus de rôle ces dernières années au sein de l'industrie hollywoodienne. Moi, j'ai vu le film en VF. Pour le coup, j'aurais aimé le voir en VO, mais en l'occurrence, la projection presse qui m'était disponible était en VF. Et à la place, j'ai eu Baptiste Le Caplin et bon, résultat mitigé. Alors, j'ai un petit peu de mal avec la VF d'une manière générale. Je ne vois quasi plus de films dans ces conditions-là, hein. Là, c'était vraiment par obligation. Mais je l'ai trouvé globalement un peu trop lisse, un peu trop gentil. Et au final, ça contribuait à donner assez peu d'épaisseur au personnage, ou en tout cas, il n'arrivait pas justement à le faire suffisamment exister par rapport à son faible temps à l'écran. Donc, c'est assez dommage. Et puis, à titre personnel, je me suis battu quand même avec quelque chose de très spécifique pendant toute la projection. J'ai eu l'impression que ce serpent avait des proportions hyper variables d'un plan, d'une scène à l'autre en fonction de ce que le scénario avait besoin qu'il fasse. On a l'impression qu'il peut s'étirer à l'infini, qu'il change constamment de taille, d'épaisseur, qu'il est plus ou moins gros, imposant, etc. C'est vraiment pas très clair et déjà ça, de base, on sent que ça contribue au fait que c'est un personnage dont ils ne savaient pas exactement quoi faire et qu'ils n'arrivaient pas vraiment à bien définir. Donc voilà, la déception pour moi elle est là, hein, parce que c'est quand même un personnage qui est sur le logo, qui a une importance cruciale a priori, mais qui n'est pas complètement récompensé à l'écran. L'autre principal personnage secondaire qui arrive dans ce deuxième épisode, c'est une castor, Nibbles Maplestick, qui fait des podcasts à tendance complotisto, zinzin, chelou. Et ça, c'est un type de personnage dont je suis déjà lassé, en fait, parce que ça n'a absolument plus rien de nouveau, malheureusement, en 2025, dans le sens où on l'a déjà vu. J'ai souvenir de ça dans le deuxième ou le troisième Godzilla d'Universal, et même dans le reboot de Ghostbusters, et je pense que vous avez sûrement d'autres exemples à me donner. C'est bon, c'est un stéréotype qui justement commence à devenir visible, prévisible et qui à chaque fois donne lieu à des personnages quand même relativement insupportables, toujours surexcités, toujours à raconter n'importe quoi
Voilà, en fait, je suis déjà lassé, donc c'est un personnage qui vraiment minute 1, au moment où j'ai vu, Judy, sur son portable en train de regarder ça, je me suis dit: «Ah là là là, c'est pas vrai qu'ils nous ressortent ce cliché ambulant». Eh bien si, on y a le droit, donc voilà, moi c'est un personnage qui a pas du tout fonctionné, sur moi. On a aussi un nouveau maire, hein, parce que les 2 précédents se sont quand même fait dégager, dans le premier film. Pour le coup, c'est plutôt une bonne idée, c'est, un cheval qui est un ancien héros de film d'action. Donc sur le papier, ça fonctionne plutôt bien. Il est un peu teubé, hein, voilà, il a en plus cette, chemise ouverte qui laisse, dépasser, sa crinière, les cheveux au vent, il se fait complètement instrumentaliser par les principaux méchants du film. Il est pas hyper, utilisé, en tout cas, je pense qu'il a un potentiel un petit peu inexploité, mais OK, ça marche plus ou moins. On a une famille de lynx aussi qui représente, en gros, la sphère, haute, l'intelligentsia, en tout cas la haute société, économique de Zootopie. Mais finalement, on en voit surtout un qui s'appelle Paubert et là, j'ai encore plus hâte de revoir le film en VO parce qu'il est doublé par Andy Samberg qui est, un acteur que, j'adore, hein. Les fans de Brooklyn Nine-Nine, je pense, seront complètement avec moi. C'est aussi, Lonely Island, je l'avais beaucoup aimé dans Palm Springs aussi. Enfin bref, c'est un acteur que j'adore. Là, en l'occurrence, bon, bah, j'ai pas eu le droit à sa prestation. Il y a lui, il y a son père qui est vraiment voilà, le patriarche d'une espèce de mafia. Et il y a ses 2 autres enfants, qui sont doublés d'ailleurs par Macaulay Culkin et Brenda Song, qui sont partenaires à la ville, hein, ça je l'ai appris, et qui finalement n'existent pas vraiment, qui n'ont quasi pas de ligne de dialogue, qui ne sont pas du tout caractérisés autres que bah, eux, ce sont les enfants légitimes, là où Paubert, on comprend que c'est un petit peu le vilain petit canard. On a un nouveau quartier, et ça c'était effectivement la promesse qu'on avait dès la bande-annonce, à savoir le Marais, qui est à moitié réussi. Je suis un peu critique, je suis un peu dur, mais j'aime tellement le premier que là encore, je trouve que la promesse n'est pas suffisamment tenue. On a l'impression qu'ils essayent de nous refaire le coup du premier, à nous faire découvrir des nouveaux environnements. Mais en fait, si on compare ça par rapport au choc des scènes avec, au hasard, les naturistes dans le 1, ou alors la scène absolument folle qui me fait mourir de rire encore aujourd'hui avec les paresseux qui bossent dans l'administration, ben là, c'est vraiment un cran en dessous. On sent qu'ils essayent de nous refaire un petit peu la même qu'avec le personnage de Flash, avec un lion de mer ou un morse ou je sais pas exactement ce que c'est. Enfin bref, ça fonctionne là encore à moitié. On comprend pas trop d'où ça sort. Il y a quand même une super scène que je vais pas vous dévoiler plus que ça, je vous rassure, mais c'est au moment où on découvre l'antre des reptiles dans le film. Et là voilà, là on arrive vraiment à la créativité made in Disney, où on sent qu'ils se sont dit à quoi pourrait ressembler ce lieu, mais peuplé de personnages avec leurs spécificités. Et là, on y est à fond, je trouve, avec le personnage, peut-être pas le plus drôle parce qu'il n'a pas suffisamment de temps d'écran, mais qui marche super bien, qui est le basilic qu'on voit dans la bande-annonce, hein, donc l'espèce de lézard qui court sur l'eau. C'est sans doute voilà une des rares scènes qui m'a vraiment fait rire, en tout cas qui m'a fait soulever un petit sourire pendant le film, même si c'est vrai qu'on la voit dans la bande-annonce. Et juste pour vous donner quand même un petit ordre d'idée, hein, en VO, ils ont le droit quand même à Danny Trejo, qui est vraiment voilà un grand classique hein, de ce genre de caméo, mais voilà, c'est toujours sympa. Là encore, j'ai envie de voir ce qu'il donne. Et ben, en comparaison, en VF, on a Mister V. Voilà, voilà. Donc, on n'est quand même pas sur le même standing en termes de charisme et de performance d'acting. Mais au moins, le personnage a le mérite de fonctionner et c'est, je trouve, la meilleure scène du film, quand même, d'assez loin. Donc, d'un côté, on a des nouveautés, quand même, qui, personnellement, ont eu pas mal de mal à me convaincre. Mais rassurez-vous, j'ai aussi des réserves au niveau de l'intrigue. Je m'explique. En fait, je me suis rendu compte que l'écriture du film a tendance à se dégrader à mesure que le film avance. Et le film dure quand même 1h50, hein, je vais y revenir, mais c'est un peu trop long pour son propre bien. Et je trouve que voilà, cette pente descendante au niveau de l'écriture, ça se retrouve à peu près à tous les niveaux. Donc déjà, il faut savoir que le point central d'intérêt du film, ce autour de quoi tout tourne, c'est la relation entre Judy et Nick. En gros, on part du principe que on connaît déjà la ville, l'environnement, on connaît déjà le principe voilà, de comment fonctionne Zootopie. Alors on profite de cette suite pour creuser la relation entre les deux personnages. Pourquoi pas, mais j'ai envie de dire
dire que c'était quand même déjà au cœur du premier, hein, puisque je l'ai dit, c'est un buddy movie. Et pour qu'un buddy movie fonctionne, et c'était le cas de Zootopie le premier, eh bien, il faut aller creuser cette relation entre ces deux personnages-là, d'aller comprendre qui ils sont, pourquoi est-ce qu'ils sont si opposés au départ, et finalement faire en sorte qu'ils se retrouvent et qu'ils collaborent. Et pour moi, ça fonctionnait super bien. Et bien là, le film décide que finalement, cette relation, elle fonctionne pas si bien que ça, que ce sont des personnages qui sont quand même très différents, alors que on pouvait difficilement faire plus différents, plus opposés déjà que dans le premier film, hein, où on nous faisait comprendre que clairement les renards sont par nature les ennemis des lapins. Il y en a un, c'est un prédateur, l'autre non, c'est clairement la victime désignée. Mais là, voilà, leur relation ne fonctionne pas, elle est déséquilibrée. C'est pour ça qu'ils vont subir une scène de thérapie, genre de thérapie de couple, mais pour les partenaires de la police qui là encore a été globalement spoilé, globalement partagé dans la bande-annonce. Donc finalement, il y a pas tant d'effet de surprise que ça si vous avez vu la bande-annonce, et je trouve pas que ça soit une scène hyper réussie non plus en termes d'humour. Donc on sait que là encore, on va avoir le droit à un moment donné à la fameuse scène de séparation et puis qu'ils vont se retrouver à la fin, mais comme c'était déjà le cas dans le premier en fait. Donc là encore, je trouve pas que ça soit vecteur de suffisamment de nouveautés. Et puis le gros problème, là où je trouve que ça ne nuisait pas au premier, là ça nuit clairement au deuxième, c'est que on a l'impression que les scénaristes ont passé beaucoup plus de temps à se concentrer là-dessus que sur le reste de l'intrigue. Et certaines scènes, l'intrigue au global empathie, je trouve, hein. On est tellement centré sur ces deux personnages, sur leurs problèmes de communication, sur grosso modo leur attirance, hein, parce que il y a quand même une première scène au début du film où les personnages vont s'infiltrer dans une réception assez guindée. Donc on va avoir d'un côté Nick en costard, Judy avec une robe, une coiffure différente. On sent déjà que il y a un petit rapprochement qui s'opère. Et alors la grande scène de retrouvailles finale où ils s'avouent ce qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Mais non, mais c'est sur un plan purement amical, hein. Bon non, enfin, en tout cas, nous adultes, on comprend qu'il y a bien plus que ça qui se joue, mais évidemment, on peut pas mettre en scène ça dans un Disney, dans un film pour enfants, entre un lapin et un renard, ça serait quand même un petit peu trop bizarre, mais quand même c'est là. Et au final, on perd de vue, je trouve, le plan global, les méchants d'une manière générale et les nouveaux personnages. Encore une fois, on y revient, on a un petit peu du mal à exister en dehors de ça. Pour moi, le point de départ du film, de l'intrigue, n'est pas suffisamment clair. Et le problème, surtout l'enjeu majeur qui va devoir être résolu à la fin du film, en dehors des problèmes de communication de Judy et Nick, n'est pas suffisamment bien posé. En clair, là encore, c'est pas un spoil, hein, on le comprend assez vite. Les Lynx veulent étendre leur territoire, donc qui est celui de Tundraville, donc la ville, plutôt la section enneigée de la ville, qui est déjà celle qu'on avait un petit peu vue dans le premier. Donc là encore, j'aurais aimé un peu plus de nouveautés, bref. Mais on comprend pas vraiment, on comprend sur le tard ce que ça implique, à savoir forcément de empiéter sur un autre territoire, et peut-être sans aller jusqu'à juger un film qui n'est pas, on va se concentrer sur le film qui est, mais ça aurait été intelligent de nous montrer cette menace de façon très concrète, à savoir, je sais pas, des canons à neige qui commencent à être dirigés vers des animaux qui n'ont pas l'habitude de subir ça, ou alors des bulldozers, des pelleteuses qui commencent à se diriger vers l'endroit qui est menacé. Enfin voilà, nous montrer la menace de façon tangible. Là, tout ça est un petit peu trop succinct et surtout trop suggéré. Et on en arrive à ce que je reproche globalement à Zootopie 2, c'est que ça parle beaucoup plus que ça ne montre. Et bon, ça, je vous l'ai dit, hein, ça culmine dans la scène de rapprochement entre Judy et Nick qui est interminable. Enfin, ils s'avouent tout un tas de trucs, ils s'expliquent tout leur trauma, etc. Le oversharing est complet, mais même pour nous, spectateurs, ça en devient gênant, quoi. Et le film aussi, je trouve, traîne un petit peu en longueur, dans le sens où il commence tambour battant, là où le premier, il fallait du temps, hein, pour poser les enjeux, les personnages, la ville, etc. Là, c'est vrai qu'on est directement plongé là-dedans, mais il y aurait peut-être eu moyen de rétrécir un petit peu ça, de le compacter un petit peu. Je pense que le film vraiment aurait gagné. Là, il y a beaucoup d'action, voire un petit peu trop. Il y a des clins d'œil parfois un petit peu gratos, des petits coups de coude. Déjà des clins d'œil au premier film, mais pas que, hein, ça va au-delà. J'ai bien aimé forcément parce que j'avais la ref
VF. Voilà, le clin d'œil à la fin du film, sans trop vous en dire, il est question d'un labyrinthe, dans la neige, voilà. Et il y a, surtout, des, avancées de scénario qui se font un petit peu au bonheur la chance, de manière un petit peu improbable. Là encore, sans trop vous en dire, j'ai essayé de vous décrire en gros une scène de course-poursuite entre, Judy et Nick et le serpent, Garibay the Snake. Ils doivent le laisser filer, ils doivent, voilà, mettre fin à cette course-poursuite. Ils se retrouvent propulsés complètement au pif, hein, sans le savoir, dans un endroit qu'ils ne connaissent pas. Et il s'avère que cet endroit-là est exactement l'endroit où ils sont censés être pour propulser la suite du film et la suite du scénario, qui est d'ailleurs l'endroit où va ensuite se retrouver le serpent qu'il pourchassait. Donc finalement, peut-être que ça aurait été plus intelligent pour le serpent de s'arrêter là plutôt que d'aller plus loin, puisque apparemment c'était l'endroit où il fallait être. Enfin bref, il y a plein de petites choses comme ça où on se dit là, on sent qu'il manquait peut-être un petit deuxième jet au niveau de l'écriture ou que tout ça était un petit peu rushé. C'est globalement dommage, j'avais pas du tout l'impression d'avoir eu ce genre d'effet dans le premier film. Les scènes d'action aussi perdent un peu en intensité au fil du film, puisque ça va avec l'écriture dont je parlais un petit peu plus tôt. Une scène d'action, ça s'écrit également. L'écriture des dialogues, je la trouve un petit peu moins fine aussi que dans le précédent, mais ça, c'est peut-être l'effet VF. Peut-être paradoxalement qu'il y a des jeux de mots ou des petites références un peu plus subtiles qui me font plus rire ou sourire en anglais que quand on me les met comme ça vraiment devant moi en VF, je sais pas, à voir quand j'aurai vu le film en VO. Mais globalement, je trouve que ça manque pas mal d'émotion dans tout ça. Le 1, il avait pour lui un côté beaucoup plus universel, c'est-à-dire de l'arrivée de quelqu'un de la campagne dans une grande ville. C'était forcément beaucoup plus facile de s'identifier, et ça l'est d'ailleurs pour moi, hein. C'est exactement ce qui m'est arrivé, hein, de passer de la campagne à une grande ville, même si je suis pas directement passé du fin fond des Deux-Sèvres à Paris. Mais bon, quand même, vous voyez l'idée, hein. Et surtout, on comprenait mieux le problème, j'y reviens, entre comment le fait que les prédateurs retrouvent leur animalité était un problème global pour la ville et un problème pour tous les non-prédateurs qui se retrouvaient d'un coup relégués au rang de proie. Et là, voilà, globalement, je trouve que c'est une suite qui se repose un petit peu trop sur ses acquis. Pour vous dire, le film est même tellement sur des rails qu'il en a conscience. Et quand il en a conscience au point d'annoncer lui-même son twist, c'est un constat d'échec. En gros, là encore, sans trop vous en dire, il y a quand même un moment où Judy lâche ah bon ben là, dans l'enquête précédente, à ce moment-là, il y avait eu un twist. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben il y a le twist. Donc si tu fais une référence, un coup de coude au fait que tout ça est très prévisible, mais qu'à l'arrivée tu le fais quand même, t'as rien résolu du tout. C'est même l'inverse qui se produit. Donc voilà, pour moi, il y a un petit peu trop de facilité là-dedans. Même le message de tolérance, de respect entre les peuples, de respecter les différences de chacun, de communiquer pour venir à bout de ces différences, qui était là encore déjà le message du premier finalement, qui était quand même un film qui parlait globalement de ça, de racisme, de préjugés, de stéréotypes. Là, le message n'est pas si différent, puisqu'on a un peu le même constat, juste avec des groupes d'animaux différents. Et il est inséré, je trouve, pour le coup, un petit peu au chausse-pied, un petit peu n'importe comment, alors que le sujet principal du film, genre j'y reviens, c'était quand même principalement la relation entre Judy et Nick. Et certes, on peut l'extrapoler à l'échelle de Zootopie, mais c'est pas exactement ce que fait le film. Donc voilà, je trouve que le message tombe un petit peu à plat, surtout quand on a vu le premier film. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qui fonctionne dans ce Zootopie 2? Il y a bien des choses qui fonctionnent, oui, heureusement, je vous rassure, tout n'est pas acheté, loin de là. Déjà, et c'est le premier élément qui saute aux yeux, artistiquement, visuellement, le film est sublime. Mais comme c'est le cas très souvent quand même avec Disney ces dernières années, il y a quand même quelque chose qu'il faut noter, c'est que pour le coup, on a une diversité assez dingue en termes d'environnement, de personnages. Et donc ça, on imagine à quel point il a fallu du temps pour dessiner, animer tout ça. Chaque personnage est indépendant et spécifique, donc ça demande un travail quand même assez prodigieux. Les scènes d'action, je l'ai dit, il y en a beaucoup, elles sont parfois assez longues. Elles restent toujours complètement lisibles, alors que ça va à fond de balle, hein. Il y a toujours une tonne de détails à tous les niveaux, dans les arrière-plans, sur les personnages, etc. Rien que pour ça,
j'ai envie de revoir le film parce que c'est clairement des films qui gagnent à être vus. On se focalise pas sur les mêmes choses, on voit des éléments nouveaux. Et voilà, comme je l'ai dit, la scène chez les reptiles, par exemple, est un exemple de la créativité qui émane de toutes ces équipes de Disney. On sent, et c'était probablement la raison première de l'existence de cette suite, qu'il y avait tout un tas d'idées qui avaient été abandonnées au moment de la production du premier film et qui donc ont été réinjectées dans celui-ci. Et pour le coup, il y en a quand même qui fonctionnent, hein, je le redis. Et puis s'il y en a un sur lequel on peut compter, qui fait le taf à chaque fois et même plus que ça, c'est bien sûr Michael Giacchino qui est de retour à la musique. J'en ai parlé, je crois, dans tous les épisodes, les derniers sur Disney Pixar, parce qu'il a fait la musique du premier, il a fait la musique de Coco, de Ratatouille, des Indestructibles, de vice versa. Voilà, je le cite à chaque fois. Mais là, pour le coup, le boulot qu'il a abattu, il est exceptionnel et je pèse mes mots, hein. J'ai très envie de réécouter la BO dans les bonnes conditions, mais je pense que c'est un de ses meilleurs boulots, dans le sens où comme le film part dans tous les sens, visite différents environnements, mais lui aussi il fait ça. Et c'est exactement ce qu'il aime, de pouvoir s'en donner à cœur joie avec tout un tas d'instruments. On sent que voilà, on lui a donné complètement carte blanche, qui se fait kiffer comme jamais. Et ça commence dès le début où il fait quelque chose que j'adore, mais même que j'ai rarement vu en fait, hein. C'est-à-dire dans la scène d'action du début, on a la musique qui vient rythmer la scène. Et la musique qui est donc extra-diégétique à ce moment-là, c'est-à-dire qu'elle est là pour nous, les spectateurs, pas du tout pour les personnages, elle n'est pas à l'intérieur du film, et bien cette musique extra-diégétique devient diégétique, s'intègre directement au film, dans le sens où elle devient jouée par la fanfare qui passe par là, qui célèbre le centenaire de la ville de Zootopie. Et c'est une idée absolument géniale, parce qu'on imagine que cette fanfare joue depuis le début ce que nous, on est en train d'entendre, et finalement, on la rejoint. Voilà, c'est génial. C'est une idée parmi tant d'autres, mais je trouve ça assez prodigieux. Et puis, il y a quand même, au-delà de ça, des petits traits d'humour, un timing comique qui arrive à faire mouche par moments. Je ne suis pas resté complètement de marbre non plus. Donc, en conclusion, vous l'avez sans doute compris, hein, c'est un film qui m'a quand même un peu déçu, Zootopie 2, mais peut-être parce que j'en attendais trop, peut-être parce que j'avais revu le 1 récemment et que je m'étais rendu compte que pour le coup, il avait très bien résisté au passage des années, que son message fonctionnait toujours aussi bien, alors que c'est vrai que si on prend les dernières suites Disney en date, que ce soit La Reine des Neiges, Vaiana ou Les Mondes de Ralph, forcément le deuxième épisode est toujours moins bien, voire carrément moins bien que le premier. Après, dans l'ensemble, j'ai pas passé un mauvais moment, hein, loin de là, mais j'avais quand même l'impression de me retrouver face globalement au même film, ou en tout cas à la même structure, au même canevas, et à chaque fois ou presque en moins bien. Et c'est pas que une histoire d'effet de surprise, hein, parce que comme je vous l'ai dit, le 1, même en le connaissant bien, il tient toujours parfaitement la route. Donc si vous avez écouté ce podcast sans avoir vu Zootopie 2, modérez peut-être un petit peu vos attentes, et je pense que vous allez passer un meilleur moment que ce que moi j'ai eu. Et puis si à l'inverse vous l'avez vu, je suis curieux justement d'avoir vos retours. Je sais que le premier était quand même globalement apprécié, donc voilà, j'attends de voir à quel niveau sera reçu celui-ci, donc venez en discuter en commentaire de cet épisode. Tous à terre! Aide-moi à le sauver! Je voudrais demander une réunion d'équipiers. Je veux le renard et le lapin. Savez-vous combien de mers ils ont déjà détruits? 1, 2. Je m'arrêterai à 2. Alors, tu sais où tu veux commencer? Si vous voulez vous trouver un reptile, je suis votre femme. Inspirez. Wouhou! Zootopie abrite une population de reptiles très discrets. Laissez-moi parler au logo. Salut mon pote. Salut mon pote. Salut pote. Salut mon pote. Mon Eh mon pote. Eh mon pote. Mon pote. Mon pote. Eh mon pote. T'as vu un serpent? Non. Baby, keep the music playing. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. Des airs en visuel. On les poursuit. Take you higher. Zoo. On doit résoudre l'enquête. On va pas mourir pour ça. Jody! Bonne chance! Je vous adore! Vous avez sauvé la ville. Peut-être que tout le monde verra qu'on n'est pas si différents. Zoo.
Après cette longue partie critique vient le moment où on se pose la question rituelle de tout épisode d'Animedia, à savoir c'est pour qui Zootopie 2? Eh bien forcément j'ai envie de dire c'est pour les fans du premier épisode, mais bon comme moi vous allez peut-être risquer d'être un poil déçus. Mais quand même, globalement, le film a été pensé pour vous, pour des amateurs de Disney d'une manière générale. Il y a des petits clins d'œil, des petites références à droite à gauche. Et puis, bah, voilà, si au-delà de Disney, vous êtes amateur d'enquête, d'action, de films noirs, de polar, etc., bon, bah, vous allez trouver complètement votre compte. Même si je trouve qu'il y a peut-être, on sent entre 2016 et 2025, l'image de la police qui s'est peut-être un petit peu écornée ces dernières années. Et donc, c'est quand même quelque chose qui est nettement moins mis en avant que dans le premier. Et d'ailleurs, les personnages sont sous couverture et c'est vrai que c'est très très pratique pour ne quasiment jamais, voire jamais du début à la fin en fait, les mettre en uniforme de policier. D'ailleurs, les policiers, ce sont plutôt ceux qui les pourchassent que véritablement les héros. Donc voilà, on sent quand même que du temps a passé, de l'eau a coulé sous les ponts entre 2016 et 2025. C'est pour qui évidemment aussi pour un public jeune forcément, hein, même si je le mettrais pas devant les yeux d'enfants en dessous de 8 ans. Dans le sens où je trouve l'histoire, c'est pas qu'elle est difficile à comprendre, c'est juste que comme on est sur une enquête policière avec des tenants et des aboutissants à une échelle un petit peu plus globale au niveau de la ville, qui a aussi une histoire de brevets, etc. Donc bon, peut-être que c'est pas forcément conseillé aux plus jeunes. C'est quand même assez frénétique, assez énervé. Et puis le film est long, hein, je l'ai dit, quasiment 1h50, générique compris. Donc voilà, autour de 8-10 ans, je dirais. Et je pense que ça peut passer tranquillement. Surtout si c'est des enfants qui ont vu le premier film. Et puis enfin, bah, ce n'est pas pour vous si vous êtes allergique à Disney, voilà. Mais bon, dans ce cas-là, que faites-vous ici, hein, présentez-vous. Et quand même à leur petite morale qu'ils aiment bien glisser à la fin, voilà, de tolérance, de le racisme, c'est pas bien, tout ça. On peut avoir le droit de trouver ça un peu cucu, voire peut-être un petit peu hypocrite quand on sait les différentes décisions qui ont pu être prises chez Disney ces dernières années par rapport à la représentation des minorités, notamment. Allez écouter mon épisode sur gagner ou perdu, notamment si vous voulez en savoir un petit peu plus. Et puis c'est pas pour vous si vous n'avez pas compris la hype avec le premier. Bon, a priori, c'est pas celui-ci qui va vous réconcilier avec la série. Au niveau de la note pour replacer Zootopie dans le grand classement Letterboxd d'Animedia, je vais lui mettre 3 sur 5. Voilà, je vais pas monter plus haut pour vous donner un ordre d'idée. J'avais mis 4, je mets toujours 4 au premier. Là, on est, je trouve, quand même quelques crans en dessous. Au niveau des points positifs, bah, je l'ai déjà dit, hein, visuellement et techniquement, on est au top de ce que peut faire l'animation 3D. Hein, mais comme souvent avec Disney ces derniers temps, hein, il y a vraiment, ils remplissent le cahier des charges. Il n'y a aucun problème, c'est parfait. On découvre quand même de nouveaux quartiers de la ville. Hein, la scène avec les reptiles, mouah, celle-là, je la garde dans mon petit cœur. Et puis les scènes d'action, même si je trouve qu'elles s'essoufflent au fil du film, la plupart fonctionnent quand même assez bien. Et puis bah, ça permet aussi de servir de démo technique en quelque sorte, de montrer ce que Disney est capable de faire. Et ça, c'est quand même assez impressionnant. Au niveau des points négatifs, un peu trop long, un petit peu trop de tout d'une manière générale, trop de personnages, pas assez travaillés, pas assez mémorables en tout cas par rapport au premier, des redites forcément par rapport aussi à la structure, des personnages moins impactants, le serpent, les reptiles, j'en attendais plus, surtout que moi le côté semi-fantastique, j'ai quand même globalement des réserves, et puis voilà le message de fin, un petit peu inséré au chausse-pied. On voit un petit peu trop les coutures globalement sur ce deuxième film, notamment par rapport au premier. Tout ça remet Zootopie 2 derrière les Bad Guys 2, qui est aussi une suite sortie cette année, mais qui, je trouve, arrive à conserver un plus haut niveau en termes d'écriture, de rythme, de nouveauté. C'est un film qui, globalement, a filé beaucoup plus vite pour moi, que j'ai trouvé beaucoup plus maîtrisé du début à la fin. Une série très qualitative, globalement. Les Bad Guys, je vous recommande. Ça place Zootopie 2 au même niveau que Le Monde de Dory, donc pour citer une autre suite, cette fois-ci du côté de chez Pixar, et ça le place devant Vaiana 2 que j'ai chroniqué dans un précédent épisode d'Animedia et qui là était vraiment un décalque pur jus avec quasi aucune nouveauté. Et c'était une déception assez majeure pour moi, avec en plus pas mal de soucis de production, ce qui n'arrangeait rien.
Avant de se quitter, un tout petit point sortie. On va sortir le calendrier. Alors, pas au niveau des sorties salles, hein, parce que personne n'a trop osé se mettre en face de Zootopie 2. Mais je vais faire une redite. Tant pis pour ceux qui ont déjà écouté l'épisode de la semaine dernière pour vous parler du carrefour du cinéma d'animation qui se tiendra du 26 novembre, c'est-à-dire ce mercredi aujourd'hui au 30 novembre, donc jusqu'à la fin de la semaine au Forum des images à Paris. Je ne vais pas m'étaler autant que je l'ai pu faire la semaine dernière, mais quand même un petit rappel de la programmation, hein, parce qu'il y a vraiment du très très bon. Hein, si vous n'étiez pas à Annecy, si vous avez envie de découvrir des choses en avant-première, parfois même des films qui n'ont toujours pas de date de sortie en France, eh bien c'est le moment. Je ne sais pas s'il reste des places, mais ce mercredi 26 novembre, on va avoir le droit quand même à Scarlett et l'éternité, c'est-à-dire le nouveau film de Mamoru Hosoda en avant-première, alors que le film ne sortira que le 11 mars. Et vous aurez aussi Dimanche Planète de Momoko Seto qui sortira lui aussi le 11 mars, qui avait été présenté en compétition à Annecy. À côté de ça, tout un pan animation japonaise avec Chao, Aosenka, là encore en compétition à Annecy, Look Back qui avait une sortie très limitée chez nous et une séance spéciale pour Nausicaa de la Vallée du Vent avec un focus fait tout particulièrement sur la musique de film. Et puis en parlant de musique, si vous avez envie de chanter, vous aurez aussi le droit à une projection extraordinaire de K-pop Demon Hunters sur grand écran. J'ajoute à ça Le Seigneur des Anneaux de Ralph Bakshi de 1978 ou encore une masterclass avec l'équipe française de Blue Eye Samurai. Bref, allez jeter un œil au programme et croisez les doigts pour qu'il reste des places si jamais vous n'avez pas encore pris vos billets. Vous avez le lien en description. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Retrouvez bien sûr Animedia sur les plateformes d'écoute de votre choix, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Deezer, Podcast Addict et même YouTube. Laissez-moi un maximum d'étoiles, des pouces et abonnez-vous, partagez l'épisode, parlez-en autour de vous, c'est hyper important. Zootopie 2, c'est une grosse sortie de cette fin d'année, donc voilà, j'espère que l'épisode va faire un petit peu son trou. Et puis suivez-moi également sur les réseaux sociaux, notamment Blue Sky et Instagram, où je partage très régulièrement des news autour du cinéma d'animation, où je partage également des critiques plus courtes sur les films que je vois. On se donne rendez-vous pour un prochain épisode, je ne sais pas encore si ce sera la semaine prochaine ou dans 2 semaines. En tout cas, d'ici là, soyez sages, ne videz pas votre PEL pendant le Black Friday, mais surtout voyez de bons films d'animation. Ciao!